Bonjour, bonsoir aux internautes et bien sûr téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Cette émission vous est apportée chaque semaine par Radio et Télémétropole et le groupe Croissance. C'est à travers le 100.1 Radio Métropole et la chaîne 52 Télémétropole. Une émission qui sera disponible sur Internet. Un mois spécial, on parle des ODD, Objectifs de développement durable. Comme vous savez, il y a 17 objectifs de développement durable. Haïti a choisi à prioriser quelques 11, mais un objectif bien spécifique ce mois-ci qui a attiré notre attention. L'ODD 7, à savoir l'énergie propre à un coût abordable. Il y a 9 millions d'habitants au niveau de la Caraïbe qui n'ont pas accès à l'électricité. En Haïti, nous avons 7 millions. Donc, nous sommes capables de comprendre ce que ça représente comme danger pour le pays, le fait qu'on n'a pas accès à l'électricité. Donc, ou bien difficulté pour arriver à réduire la pauvreté, difficulté pour nourrir le monde, toute qualité de problème, même aujourd'hui, l'éducation de qualité, les différents ODD en quelque sorte. Le ministère des Travaux publics et des Communications a organisé une activité qui intéressait nos premiers plans, à savoir comment pour ODD 7 là nous mettre au centre, particulièrement l'électrification dans le secteur rural. Il y a seulement 30% de la population haïtienne qui a accès à l'électricité au niveau secteur urbain, au niveau secteur rural là, 10%. Donc, il y a une discrimination qui est créée dans le pays par rapport à gens qui sont dans le secteur rural. Donc, le pays en dehors, je vais dire là. Donc, pour intégrer le pays, il faut qu'on soit capable de l'électricité, ça crée un réseau électrique qui est capable peut-être pas atteindre tout le même genre, mais qui a créé des mini-réseaux. Donc, pour commencer, première intervention qui était gagnée, c'est du docteur René Jean Jumeau, qui est l'Institut haïtien de l'énergie, qui va expliquer quelles opportunités et défis qui sont liés à l'exploitation des énergies renouvelables et également apport socio-économique de l'accès à l'électricité. Écoutons le docteur Jean Jumeau. Bonjour, je m'adresse à vous dans le cadre de l'atelier virtuel sur l'énergie rurale. Et je vais présenter certains points. Je veux insister sur le fait que ces points-là ne sont pas les points techniques qui sont les plus importants. Je vais aborder les points techniques, mais je vais adresser d'autres priorités avant. Ma position n'est pas une position partisane. Ce n'est pas la position d'un groupe ou d'un parti ou d'une instance ou d'une compagnie, mais c'est la position, à mon humble opinion, qui est une perspective qui est la meilleure perspective pour notre pays. Quand on parle d'énergie rurale, là on parle de services énergétiques, généralement les gens veulent parler d'électricité et surtout que ce soit la même chose qui se passe dans le monde rural que ce qui se passe dans les grandes villes. En fait, l'énergie, les services énergétiques, urbain, semi-urbain ou rural, représente différents aspects. L'électricité, certes, mais aussi l'éclairage public dans les villes et dans les campagnes, les carburants pour les véhicules, les combustibles pour la cuisson, comme le gaz propane, le charbon de bois ou le bois de feu, mais aussi les combustibles pour les processus qui réclament la chaleur au niveau de l'industrie. Par exemple, le mazout, le propane, le gaz naturel ou même le bois de feu pour la petite industrie. Donc, tout ça, ce sont les services énergétiques. Maintenant, vu le focus de cet atelier, je vais me concentrer sur l'électricité dans le monde rural. Parce qu'on n'a que quelques minutes pour adresser toutes ces questions, donc je vais me focaliser sur cet aspect-là. Idéalement, quand on parle de l'électricité dans le monde rural, idéalement, elle serait organisée de la manière suivante. Ce serait, comme dans les grandes villes, un grand réseau de lignes électriques qui relierait toutes les maisons, toutes les écoles, tout le commerce, toutes les industries, petites et grandes, toutes les fermes agricoles, etc. Elle serait construite, donc tout ce réseau-là, ce système, il serait construit et maintenu par une seule compagnie, et cette compagnie serait une compagnie publique. Donc il y aurait un monopole public. N'oublions pas que ce serait la situation idéale. Le système électrique, quel qu'il soit, doit quand même être rentable, ou bien
tout au moins payer pour sa construction, son entretien, ses réparations, son extension éventuelle et puis son remplacement à la fin, le remplacement d'une partie ou de tout le système électrique. Malheureusement, ceci est improbable pour un grand réseau électrique dans le monde rural parce que l'espace étant beaucoup plus grand, les habitations, les commerces, les industries étant très dispersées, le coût est trop élevé par rapport à la rentabilité potentielle. Donc, ce qu'on a vu par rapport à ce système idéal, c'est que historiquement, c'est un constat, en fait, on a fait le constat que ça n'a pas été possible. Le monopole public en particulier n'a pas été efficace, n'a pas été rentable ni durable. Et là, je parle d'un constat historique, c'est-à-dire ce qu'on a vu depuis le début du développement des systèmes électriques jusqu'à aujourd'hui. Il y a des exceptions, mais le monopole public n'a pas livré la marchandise. Concrètement, comment est-ce que ça a été réussi? Fort de ce constat, on a vu depuis les années 90, tous les pays, notamment dans la région Amérique, engager des réformes pour passer d'un monopole public à quelque chose qui soit plus complexe. Maintenant, quelle est la question, quelle est la manière d'aborder ce système-là qui serait l'électricité dans le monde rural? Il faut utiliser dans la proximité du micro-réseau des systèmes de batterie rechargeables qu'on peut venir recharger au micro-réseau de manière périodique, chaque jour, chaque 2 jours, etc. Dans les zones à habitat dispersées, il faut soit des petits systèmes solaires indépendants, soit des lanternes solaires pour les gens à revenus les plus faibles. Dans tous les cas, il faut penser à l'éclairage public qui serait géré par les municipalités ou bien les communautés locales. Je dis éclairage public séparément de l'électricité, l'électrification, uniquement parce que c'est un système qui est différent. Malheureusement, on pense que c'est la même chose, mais ce serait l'équivalent des hôpitaux et des pharmacies. On s'attend à ce qu'il y ait toujours des pharmacies dans les hôpitaux, mais s'ils ne sont pas considérés comme un élément séparé, on ne va pas les avoir et ils ne seront pas maintenus. Je m'arrête là, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, et on va ouvrir, j'imagine, aux questions. Et probablement, j'aurai beaucoup de questions sur ces points-là, mais j'insiste sur le fait que la gestion sociale doit venir avant et est plus importante que la gestion technique, parce que le technique, on sait le faire, le social, c'est l'humain et c'est plus difficile. Merci de votre attention et bonne suite de cet atelier, qui est un atelier extrêmement important et extrêmement dynamique pour l'avenir de l'énergie rurale de notre pays. Secteur énergie, électricité en particulier, c'est sous contrôle le ministère des Travaux publics et Communications que lié. Et ça a été fait, et on vu d'ensemble des actions menées par Cellule Énergie qui chita en le ministère ça pour déploiement de mini-réseaux et des systèmes solaires hors réseau, des réseaux nationaux là. Même si secteur urbain qui est dans EDH, mais il y a des mini-réseaux qui a mis en place. Et comment pour exploiter l'énergie renouvelable là. C'est M. Nicolas Allier qui travaille dans le ministère, dans la cellule qui pourra présenter qui perspective, qui stratégie à mettre en place pour atteindre le plus de monde possible dans le secteur rural là. On va essayer brièvement de faire un survol et des programmes et stratégies que le gouvernement est en train de mettre actuellement à l'œuvre pour augmenter l'accès à l'énergie et avancer vers la satisfaction de l'ODD7, qui est le thème principal de l'atelier aujourd'hui. Donc vous allez voir que beaucoup des éléments que je vais présenter ici sont déjà dits et redits par plusieurs intervenants, parce qu'il y a des points centraux dans la stratégie d'augmenter l'accès à l'énergie qui sont communs à tous ceux qui sont dans le secteur, qui vont voir comment on peut avancer pour effectivement augmenter l'accès à l'énergie. Mais avant d'entrer dans l'aspect stratégie et action,
il est toujours bon de voir c'est quoi le statut actuel, c'est quoi le contexte et pourquoi ce qu'on fait est important. Je pense que le ministre l'a dit tout à l'heure, il a démontré pourquoi on fait cela, pourquoi il faut changer le statu quo. Et avec les chiffres qu'on va voir ici aussi, on va voir que c'est évident, parce que dans la Caraïbe actuellement, il y a environ 44 millions d'habitants, et parmi ces habitants-là, seulement 11 millions n'ont pas d'accès à l'énergie. Pardon, parmi ces 44 millions-là, seulement 9 millions n'ont pas accès à l'énergie, et en Haïti, nous sommes 11 millions, dont 7 n'ont pas accès à l'énergie. Donc la majorité des gens qui n'ont pas accès à l'énergie dans la région sont en Haïti. Donc ce qui veut dire que Haïti doit adresser cette crise-là d'accès à l'énergie, et doit le faire avec l'appui des partenaires comme le NUD et la Banque mondiale et la BIC nous appuient dans nos projets pour qu'on puisse redresser la situation et aller effectivement vers l'ODD 7. Maintenant, comment on le fait ça? Donc, il y a une vision claire pour le secteur actuellement, c'est qu'on doit transformer le mix de production qu'on a actuellement, qui est basé sur tous ces combustibles fossiles, comme le diesel, qui sont coûteux et que parfois on a des difficultés à acquérir, qui donnent des retards, etc., vers un système énergétique moderne et durable qui va reposer sur diverses sources d'énergie et principalement les énergies renouvelables. Parce qu'en Haïti, on a les ressources, on a le soleil, on a l'hydro, on a du vent, on a la biomasse. Donc on doit exploiter ces ressources-là pour avoir un système énergétique qui est plus moderne, qui est plus robuste, qui est plus fiable. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les programmes qu'on a actuellement en œuvre à la synergie du NDPTC. Maintenant, cette stratégie-là, pour arriver à atteindre cette vision-là, elle a 3 volets. Donc, le premier volet consiste à renforcer et étendre les réseaux métropolitains et régionaux. C'est ce qui se fait actuellement à travers le projet Taïwan, et où on renforce le réseau métropolitain. Cela se fait aussi à Port-de-Paix, comme on a dit tout à l'heure, où on a des investissements pour le gouvernement dans les questions de production à travers le solaire et le diesel, production hybride. L'autre volet, c'est le déploiement de mini-réseaux opérés par des opérateurs privés. Parce que comme l'a dit tout à l'heure le président Jumeau, on a vu à travers le monde que le modèle où on a un seul opérateur unique qui gère les réseaux et dont l'accès au courant ne marche pas. On l'a essayé dans plusieurs pays, dont Haïti, et le résultat est flagrant. On n'arrive pas à atteindre la population avec un tel modèle. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui le prouvent. Il y a des difficultés techniques, des difficultés technologiques, et aussi il faut attirer l'investissement. Donc c'est pourquoi nous, pour augmenter l'accès en milieu rural et périurbain, qui est le focus de l'atelier, on doit aller vers des mini-réseaux qui sont financés et opérés en grande partie par des opérateurs privés. Et on va voir tout à l'heure quelques détails par rapport à ça. Et l'autre volet de la stratégie, c'est le déploiement de systèmes solaires hors réseau. Parce que comme on l'a dit, président Jumeau, il y a des zones où les gens sont isolés et en petit nombre, où il n'est pas viable d'investir un capital important pour mettre un mini-réseau, où l'option idéale, c'est d'avoir des systèmes individuels qui donnent des niveaux de service comparables à ce que les gens auraient à un mini-réseau et qui satisfait à leurs besoins. Parce que chaque client a un niveau de besoin différent et il peut y avoir des solutions adaptées. Maintenant, juste pour donner un peu de où ce qu'on en est pour le volet réseau métropolitain régionaux, donc on est actuellement dans le processus, on a un appel d'offres qui est lancé pour mettre en concession 3 réseaux régionaux qui sont actuellement gérés par EDH, mais que le gouvernement veut transférer à des opérateurs privés. Donc ces réseaux sont les réseaux de CAI, de Miracogne du Nord-Est. Et on vient de recevoir les offres et maintenant l'évaluation des offres est en cours pour voir est-ce qu'il y a une possibilité d'attribuer ces réseaux-là à une firme. On a aussi des activités qui sont en cours dans le Nord-Est au niveau du parc de Caracol ou dans un projet avec la BID et l'USAID. On est en train de construire des systèmes solaires de 8 MW, de 4 MW pour pouvoir augmenter la part solaire de ce réseau-là et rendre l'électricité plus abordable pour les clients industriels et aussi les clients résidentiels. Donc pour ce projet-là, on a reçu des offres pour un appel d'offres le 4 décembre et l'évaluation est aussi en cours. Il y a d'autres interventions qui sont en cours au niveau des réseaux régionaux. Le ministère paritaire de Port-de-Paix, il y a aussi ce qui est prévu pour Jacmel, où avec la Banque mondiale, on a un projet où on va installer une centrale solaire avec stockage. Donc il y a plusieurs actions qui sont en cours par rapport au volet réseau métropolitain et régionaux. Maintenant, on a mis en place, comme l'a dit le ministre et aussi le président du NUD, un nouveau programme qu'on appelle PHARE. Le nom est symbolique parce qu'on veut que ce soit un programme modèle qui permet de développer les mini-réseaux en Haïti à grande échelle. Et PHARE veut dire Programme haïtien d'accès des communautés rurales à l'énergie solaire. Le programme a été lancé en septembre 2020 et il est mis en œuvre par le NDPTC, à travers la CIE Énergie, que je coordonne actuellement, l'ANAC et l'UTE du ministère de l'Économie et des Finances. Tout à l'heure, on va avoir une présentation précise sur ce programme-là, mais je vais juste vous dire, pour l'aspect mini-réseau, voici ce qui est en cours
Et après, on pourra entrer dans les détails avec mon collègue Maclé qui va en parler tout à l'heure. Maintenant, ce qui nous réunit ce matin aussi, par rapport au mini-réseau, c'est le projet ERAF, qui est mis en œuvre avec le PNUD et qui est financé par le Japon. ERAF veut dire éducation rurale et autonomisation des femmes. L'objectif du projet, c'est de contribuer au développement économique et à la maison de la vie de la population à travers un accès équitable aux services renouvelables. Donc, ce qu'on fait avec le PNUD à travers ERAF, on a un peu adapté le modèle où on réduit encore un peu plus le besoin de financement du secteur privé, où à travers le financement du Japon, on investit beaucoup plus dans le mini-réseau. Et maintenant, on va aller vers un opérateur qui va venir investir pour faire les branchements, opérer la centrale et donc recevoir un tarif pour maintenir ce réseau-là viable. Donc, c'est un projet qui est assez avancé et on va aussi avoir tout à l'heure une présentation précise à travers mon collègue Béralus et Oscar qui gère ce projet-là à la fois en Énergie et aussi au niveau du PNUD. Maintenant, pour l'aspect hors réseau, ce qui est en cours, il y a eu plusieurs activités pilotes qui ont été faites pour pouvoir déployer les systèmes solaires individuels et apprendre pour voir comment on peut monter un projet qui soit viable. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a différentes solutions pour augmenter l'accès à l'énergie. Soit on le fait à travers le réseau, quand le réseau peut s'étendre et est possible, c'est ce qu'on fait au niveau du sud, à travers les cailles de Miragouane, de Port-au-Prince. On a un réseau qui est existant, on essaie de le rendre 2 fois fonctionnel optimal et aussi d'étendre l'accès à des zones plus ou moins proches parce que c'est moins viable. Soit on le fait à travers des mini-réseaux pour des zones où ce n'est pas possible d'étendre le réseau vers ces villes-là parce qu'ils sont assez isolés des réseaux actuels, mais ils ont une communauté assez importante en termes de nombre de clients, en termes d'activité économique, qui fait que c'est possible d'installer un réseau indépendant, isolé, à travers un système solaire, plus stockage, plus backup diesel, pour que ça soit fonctionnel, mais avec un appui en termes de cofinancement du gouvernement. Maintenant, pour les zones où les gens sont trop isolés et en trop petit nombre pour avoir un mini-réseau, c'est là qu'on va déployer les systèmes solaires individuels. Le problème avec ces systèmes-là, des fois, c'est qu'ils demandent un coût important si le client doit le payer au départ et cash. Et c'est pourquoi on a eu des avancées où il y a moyen de payer ça par morceau avec des paiements, on appelle PEGO en anglais, pay-as-you-go. Ou bien il y a d'autres moyens que ce soit microfinancé par des microfinanceurs, etc. Mais nous, pour faciliter l'accès à ce système-là, on a mis en place, avec un projet de la Banque mondiale, un fonds qu'on appelle le fonds OGEF, le fonds d'électricité hors réseau. Ce que le fonds fait, le fonds offre des mécanismes de financement quasi commerciaux, on va dire, aux firmes qui vendent ces systèmes-là dans le pays, pour les aider à se déployer plus dans le pays, couvrir les zones qui sont encore couvertes, et aussi avoir des systèmes de qualité. Parce que le défi qu'il y a aussi avec ces systèmes-là, c'est qu'il y en a qui sont déjà dans le pays, qui sont de qualité, qui ne tiennent pas, après quelques mois, ils sont défectueux, ils ne fonctionnent pas. Donc, on s'assure que les firmes qui reçoivent le financement ont accès à des systèmes de qualité certifiés et par une compagnie qui s'appelle Verasol, et assure aussi ce qu'on appelle un service après-vente. Pour que si le système a un problème, le client peut appeler le fournisseur, il va venir réparer ou bien remplacer le système. Et on donne à ces compagnies-là des financements sous forme de capital, de prêt ou bien d'action. Et aussi, il y a une partie de subvention qui permet d'assurer que les systèmes qui vont suivre ce système est rentable. Et le fonds OGEF a pour objectif d'électrifier 200 000 foyers. Et il est mis en place pour une période de 10 ans. Mais ils pourront investir seulement pendant les 6 premières années et après, ils devront utiliser les autres années pour gérer l'investissement et récupérer l'investissement qui sont revenus. Donc, on voulait juste venir un survol de ce qui est en cours. Nous sommes disponibles pour pouvoir donner plus d'informations sur les projets. Donc, pour nous contacter, nous sommes à Assurer Énergie et mon email est disponible dans la présentation. Donc, vous pouvez avoir accès et nous sommes ravis de répondre à des questions s'il y en a pour avancer. Merci. Nous prêtons toujours avec le ministère, Travaux publics, Transport et Communication. Donc, fois ça, il va parler de programme haïtien d'accès des communautés rurales à l'énergie solaire. Un programme des phares. Donc, phare, nous savons dire capable de lumière. Et bien, pour le secteur rural, comment que le ministère va regarder le programme ça en particulier. C'est M. Cliff Joseph qui est le ministère de la cellule d'énergie pour parler de ça. C'est déjà possible. Maintenant, notre objectif, c'est de faire ça à travers tout le pays pour avoir une carte globale, générale, et qui a toutes les informations sur ces différentes approches d'électrification. Maintenant, nous avons aussi le support de National Renewable Energy Laboratory, CNRL, qui donne un support technique aux développeurs du programme.
Donc, ils sont là, disponibles et prêts à aider les développeurs qui veulent faire des projets. Maintenant aussi, NREL aide aussi le gouvernement à établir un plan national pour le secteur de l'énergie. Maintenant, nous prévoyons également des accompagnements additionnels, que ce soit à travers des consultants, parce que pour nous, l'aspect environnemental et social est très important. Donc, ce sont des supports que nous, actuellement, nous prévoyons d'avoir. Maintenant, les objectifs et activités du programme, et l'objectif principal de FER est d'augmenter l'accès des communautés rurales et semi-urbaines à l'énergie solaire en attendant. Maintenant, il y a plusieurs moyens qu'on peut procéder. Tout d'abord, l'objectif c'est de fournir un accès à l'énergie et l'électricité abordable, accessible, durable et de haute qualité. Maintenant, le programme, c'est un programme de mini-réseau. Nous voulons que ce soit à base d'énergie renouvelable. Actuellement, c'est solaire, mais les autres énergies renouvelables seront la bienvenue. Maintenant, en parallèle, nous invitons les développeurs du secteur privé à venir nous rejoindre, à participer dans le développement du secteur de l'énergie. Et ceci, il peut. Alors, nous aimerions qu'ils interviennent sur toute la chaîne de l'énergie, que ce soit au niveau de conception, production, transport, distribution et commercialisation surtout, qui est le point le plus important pour nous et dans toute la chaîne. Maintenant, vu que nous voulons intégrer le secteur privé dans notre démarche, donc nous allons faire effectivement un partenariat public-privé avec eux pour ensuite qui va aboutir à une concession par exemple sur 20 ans. Okay? Donc l'opérateur, le développeur aura, après évaluation de ces propositions, de ces projets, le mini-réseau, la communauté pour alimenter, pour exploiter sur une durée de 20 ans. Okay? C'est ça une concession. Maintenant, ce opérateur-là aura l'exclusivité dans le périmètre de concession qui lui sera attribué. Et ensuite, comme le coordonnateur de la cellule l'a parlé tout à l'heure, le gouvernement en contrepartie va donner des subventions à travers effectivement les deux projets de la BID, un de la BID et un de la Banque mondiale, des financements, des subventions par connexion où l'objectif final c'est de diminuer le plus que possible le tarif et que ça soit abordable pour nos concitoyens et qu'ils puissent payer l'électricité. Okay? Parce que toute cette démarche-là se fait dans le but de non seulement garantir une électricité fiable à nos concitoyens, mais aussi qu'ils paient, que nos concitoyens payent l'électricité pour que ça reste viable pendant tout le temps qu'ils ont l'électricité. Okay? Maintenant, ici, vous voyez le schéma des deux étapes. Okay? Donc ça, c'est le processus global où on a eu le lancement du programme en septembre, début septembre. Maintenant, ce même mois, nous avons reçu des propositions. Donc, des propositions succinctes, nous avons des propositions succinctes, c'est comme des concepts de projet. Okay? Maintenant, ces concepts de projet-là, nous espérons une certaine définition. C'est des éléments sur l'entreprise, l'organisation et du développeur. S'il a des partenaires, des informations sur ses partenaires, sur le projet qu'il prévoit de venir implanter en Haïti, en se concentrant bien sûr sur ses objectifs bien définis. Donc ce sont des petits détails-là assez précis que nous espérons dans cette proposition succincte-là. Maintenant, un comité du programme FER va évaluer toutes les propositions reçues et à la lumière de cette évaluation-là, le comité va fournir un feedback à tous les développeurs qui ont pu participer dans cette fenêtre-là. Okay?
Donc tout le monde aura un feedback, des commentaires sur leurs propositions. Nous avons lancé en septembre, donc à travers Odyssée. Maintenant, nous avons fait un atelier le 17 septembre où nous avons eu à peu près 60 participants. Et de ces 60 participants-là, il y a plus de 30 développeurs qui ont pu s'inscrire sur la plateforme Odyssée. Donc nous invitons encore à d'autres développeurs intéressés à aller s'inscrire sur la plateforme Odyssée et proposer des offres, des projets intéressants pour les communautés rurales. Maintenant, à la suite à la clôture de la première fenêtre, 6 développeurs ont soumis des propositions pour 37 sites. 5 développeurs, après évaluation, 5 développeurs ont été présélectionnés avec 27 sites pour passer à la seconde phase. Maintenant, on était en attente de l'objection formelle des banques. Je pense que nous les avons reçus pour le rapport pour les 5 développeurs, mais vu que, comme ils sont passés à la seconde phase, donc nous voulons avoir aussi la non-objection pour le document de proposition complète. Donc nous espérons trouver cette non-objection-là ce mois-ci. Ensuite, les lancer aux firmes qui ont effectivement qui ont été retenues pour la seconde phase. Maintenant, entre-temps, la deuxième période et la deuxième fenêtre de réception d'offres succinctes a été ouverte en novembre 2020. Et vu qu'il y a un petit retard dans les lettres de feedback, donc nous avons accordé une extension jusqu'au 15 décembre aux firmes qui ont à soumettre leur proposition succincte en novembre. Okay? Maintenant, ce que nous voyons, c'est qu'actuellement, il y a 2 nouveaux développeurs effectivement qui expriment leur intérêt et qui sont en train de s'enregistrer sur la plateforme. OK, donc j'ai fait plus ou moins le tour des points importants du programme fort. Et nous attendons effectivement vos questions, vos commentaires. Ici, je mets l'email du programme, c'est l'électrification rurale à ananc.gouv.ht, ou bien vous pouvez aller aussi sur le site de l'ANANC pour voir les informations nécessaires concernant le programme fort. Merci beaucoup. On a parlé de pauvreté dans le pays d'Haïti. Si nous voulons garantir un monde pauvre dans le pays d'Haïti sans faire effort, aller dans le secteur rural là pour une femme ou une jeune fille. Donc, gagner, ça nous connaît très bien, inéquité du genre. Eh bien, au-delà des 5 ans, parler comment pour rendre possible que mesdames soient capables de même opportunité avec monsieur. Donc, c'est ainsi l'en fait énergie. On essaie mesdames qui occupent à faire manger. Moi, je me dis que monsieur est tellement pêche à l'heure, il peut être dans la cuisine. Que ce soit dans le secteur urbain que dans le secteur rural. Mais dans le secteur rural, le plus dur parce que mesdames, c'est avec bout de bois, charbon qu'ils ont utilisé pour respirer ça. Donc, ils ont regardé comment que l'énergie, l'électricité en particulier, est capable d'aider mesdames à faire manger dans les meilleures conditions. Et c'est ainsi que nous allons attendre Jean-Maxon Bégalus, qui lance cellule énergie, travaux publics, transport et communication, avec Jean-Michel Durosca, qui lui-même, c'est un qui travaille dans PNUD, qui va parler de ça gagne l'affaire genre électrification rurale et autonomisation des femmes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce matin, c'est avec un plaisir que je vais vous parler un petit peu du projet dénommé IRAF, électrification rurale et autonomisation des femmes. C'est un projet qui est mis en œuvre par le ministère des Travaux publics, Transport et Communication à travers sa cellule énergie et le PNUD. En fait, c'est un projet qui est financé par le gouvernement du Japon, et ça concerne l'électrification rurale, à base d'énergie renouvelable, notamment le solaire photovoltaïque. La présentation comporte 2 parties. Je vais vous parler d'abord du projet avec une brève introduction, incluant l'état d'avancement des travaux en cours, et par la suite, je passerai la parole à mon collègue Durosca qui va vous parler de la composante sociale du projet, notamment celle qui a rapport au développement, autonomisation des femmes. Donc, ce projet est en phase, ou bien est aligné
avec les priorités clés du gouvernement qui consistent à augmenter l'accès à l'énergie en milieu rural et également est conforme à l'objectif de développement numéro 7, lequel vise à garantir à tous l'accès à une énergie abordable, fiable, durable, moderne et à un coût abordable pour tout le monde. Ce projet vise à développer 3 mini-réseaux électriques dans 3 communes du département du Nord-Est. Et ces micro-réseaux fonctionneront à base d'énergie solaire photovoltaïque avec des génératrices diesel comme backup. Donc, le projet également vise à promouvoir le développement des activités socio-économiques dans ces zones-là en développant et en renforçant les petites et moyennes entreprises existantes. Troisièmement, le projet comporte une composante qui vise à renforcer les organisations communautaires, notamment les organisations de femmes. Donc ici, on a une fiche technique du projet où on voit le titre qui est électrification rurale et autonomisation des femmes, ERAF. Donc comme je l'ai dit, c'est un projet qui est financé par le gouvernement du Japon à hauteur de 5 490 612 $. Et le projet a reçu également un financement de l'UAE, du gouvernement des Émirats arabes unis, donc à hauteur de 150 000 $. Donc la date de démarrage du projet est janvier 2018 et la date probable de fin est estimée à décembre 2022. Donc partenaire d'exécution du projet, comme je l'ai mentionné au début, c'est un projet qui est mis en œuvre par la cellule d'énergie du MTPTC en partenariat avec le PNUD, avec le support technique de l'EDH et de la NANSE. Et le donneur principal du projet, comme je l'ai mentionné, c'est le gouvernement du Japon. Donc, le projet comporte 3 composantes. D'abord, la composante 1, ça a rapport au renforcement des capacités en matière de contrôle des services énergétiques décentralisés. La composante 2, ça concerne bien sûr la construction des mini-réseaux. Et la composante 3, concerne le développement économique et le leadership des femmes. Mon collègue Oscar va parler en détail des composantes 1 et 2 et dans ma présentation, je vais m'attarder sur la composante 2. Donc, cette composante-là, comme je l'ai expliqué, vise à construire pas mal 3 mini-réseaux dans 3 communes du département du Nord-Est. D'abord, je vais vous présenter une historique du projet. Donc, ce projet, normalement, avait commencé par la réalisation d'une étude de faisabilité de mini-réseaux à travers 10 communes dans le pays. Ces communes ont été présélectionnées par l'équipe technique du projet en partenariat avec le gouvernement. Cette étude-là a été réalisée par le consortium Microénergie International et INENSUS. À partir de ces études-là, on a choisi 3 communes du département du Nord-Est, à savoir Morganisé, Vallières et Capotis, pour implémenter le projet. Et ceci a été déterminé à travers les comités de pilotage du projet en partenariat avec tous les acteurs, y compris le gouvernement du Japon, qui réside dans cette commune. Donc, pour les 2 autres communes, à savoir Vallières et Capotis, donc on avait relancé le processus d'appel d'offres le mois dernier et on va recevoir les offres le 14 décembre prochain et on espère finaliser l'évaluation des offres et démarrer les négociations de contrats avec les éventuelles firmes qui vont gagner ces marchés-là d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc, c'est pour cela que vous pouvez voir dans ce slide-là qu'on prévoit de démarrer les travaux d'ici le mois de janvier 2021. C'est un projet, comme mon collègue Oscar va en parler, qui a une forte composante sociale. Donc, il y a une partie ingénierie sociale qui compte beaucoup et on a insisté pour que les femmes puissent s'impliquer dans toutes les étapes du projet, incluant dans la réalisation des travaux. Dans les photos que je vous montre là, dans cette salle-là, vous pouvez voir, par exemple, les réseaux de distribution, l'installation des transformateurs, et plus ou moins quelques parties du réseau de distribution. Et également, vous verrez une photo avec les femmes au travail qu'on avait insisté pour que la firme Elmesen embauche des femmes et à tous les niveaux. Et ceci, on va insister et on va faire de même pour les autres projets, que ce soit la centrale de Capotis et de Morganisé et Vallières. Donc, pour moi, c'est tout. Je m'arrête là. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Oscar, qui, lui, va parler un petit peu en détail de la composante sociale du projet, notamment celle en rapport au développement
et à l'autonomisation des femmes. Merci. Donc, comme initiative en cours actuellement dans le domaine de l'énergie qui favorise l'accès à l'électricité, il y a le projet électrification rurale et autonomisation des femmes, dont mon collègue Jean Maxson vient de présenter en grande partie l'objectif du projet, les résultats espérés, le deadline aussi du projet. Mais moi, ma présentation va concentrer surtout sur l'aspect autonomisation des femmes du projet. Donc, le projet s'appelle électrification rurale et autonomisation des femmes. Donc, on va voir pourquoi on a mis cet aspect autonomisation des femmes par rapport à l'électricité. Donc, on fait un constat, c'est que les inégalités entre les sexes existent en matière de production, de consommation ou de distribution d'énergie électrique. Donc, l'électricité impacte différemment les hommes et les femmes. Donc, je prends un exemple bien rapide pour m'expliquer ça me dire. Par exemple, l'inconfort de l'obscurité la nuit, et ça rend tâches ménagères, par exemple, plus difficile pour mesdames, pour prendre soin de tout le monde, pour faire des tâches ménagères, qui peut impacter messieurs dans le domaine ça, surtout dans la communauté rurale, côté que c'est mesdames surtout qui gagnent des tâches ça pour faire. Donc, l'accès à l'électricité a impacté mesdames différemment. Et en plus, données ont montré que tant qu'on pays a accès à l'électricité, c'est tant que l'égalité entre les sexes est augmentée. Donc, il y a plus d'opportunités, ni pour filles, ni pour garçons, tout le monde a accès à l'électricité. Donc, dans le contexte ça, on a trouvé bon que pour le projet à aborder une approche qui intègre les composantes qui contribuent à une plus grande égalité des sexes dans toute l'implémentation du projet, démarrage, pendant la phase aussi d'implémentation et jusqu'à la fermeture du projet. Donc maintenant, comment le projet ERAF, on surnomme électrification rurale et autonomisation des femmes, couramment appelé ERAF, comment ERAF maintenant met en œuvre cette approche pour assurer vraiment l'autonomisation des femmes dans le cadre de ce projet qui s'exécute, je le rappelle, dans 3 communes du département du Nord-Est, à Vallières, Capotis et Morganisé. Donc, on va voir trois approches différentes que le projet met en place pour atteindre cet objectif en guise d'autonomiser les femmes et pour un développement durable du projet. Donc, premièrement, on va voir le volet 1 en termes de formation et emploi. Donc, le projet vise à former surtout des femmes, bien qu'il y aura quand même des hommes, techniquement sur la production, la gestion, la commercialisation et la consommation d'énergie électrique. Donc, on va former sur les aspects techniques, sécuritaires, sur la gestion de l'énergie électrique même. Donc, ces formations visent principalement les femmes, les jeunes filles et d'autres professionnels qui ont déjà une base dans la matière, dans le champ électrique. Donc, en plus de ça, on va garantir, après cette formation, que les entreprises qui vont construire les infrastructures, qui vont construire les réseaux électriques, qui vont construire les centrales électriques et qui vont faire les branchements, les compteurs, etc. Donc, on va garantir que les femmes participent au maximum dans ces travaux de construction à plusieurs niveaux, que ce soit chef de construction, que ce soit manœuvre, que ce soit aide électricien ou d'autres aspects qui peuvent créer des emplois visant surtout les femmes. Parce que ça va jouer dans l'autonomisation, ça va améliorer leur capacité pour faire face à une certaine tâche, ou du moins sa capacité économique pour garantir les besoins de la famille. Donc ça, c'est une deuxième approche. Et aussi, on va construire une base de données avec ces données-là, des femmes qui ont été formées, et on va élargir cette base de données afin d'avoir plus de femmes possibles qui peuvent intervenir dans d'autres micro-réseaux qui vont construire sur tout le territoire national, parce qu'on va avoir d'autres projets. Le gouvernement a déjà d'autres projets en cours qui sont similaires à ce projet. Donc, ce sont des micro-réseaux qui vont donner accès à l'électricité dans les familles. Mais je tiens à préciser l'aspect, l'objectif du projet, c'est de donner l'accès à l'électricité, mais l'aspect final, la finalité, c'est en fait de promouvoir le développement économique
dans ces communautés de voir comment améliorer la condition de vie des gens de ces communautés et de faciliter l'accès aux services de base. Donc, on va donner l'accès à l'électricité, mais il faut quand même développer et économiquement ces communautés rurales pour pouvoir pérenniser cette approche de micro-réseau pour qu'ils perpétuent les services, etc. Donc, c'est en fait ça la finalité, c'est le développement économique, socio-économique des communautés en termes d'amélioration des conditions de vie, aussi en termes de soins de base, par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et l'accès à l'électricité qui va favoriser tout autre champ connexe qui nécessite ce service de base pour fonctionnement. Donc, on va essayer de promouvoir 2 ou 3 centres informatiques qui vont former d'une part des femmes, mais aussi ils vont utiliser pour leurs activités, les organisations de base qui ont des activités qui nécessitent l'accès à l'informatique. Et on va fomenter la création d'entreprises et d'emplois féminins dans la commercialisation et installation d'équipements et matériels électriques. Ça, je le disais dans le premier point de ce volet, c'est que non seulement on va mettre en place des entreprises des petites et moyennes entreprises qui dirigent par des femmes qui utilisent les fonctionnements, mais aussi on va former les femmes pour créer des entreprises, pour vendre de l'électricité, pour installer des équipements, des batteries, des panneaux solaires ou d'autres équipements électriques pour la communauté où ils vivent. Donc, ils vont avoir une formation très technique. Donc, on vise aussi à engager les femmes dans la création d'entreprises pour ce volet d'emploi féminin dans leurs communautés respectives. Donc ça, ce sont les 3 volets clés, je dirais, qu'on vise pour autonomiser les femmes. Et actuellement, où on en est par rapport à ces 3 volets, en termes de formation, on a déjà formé pendant l'année de 2020 et 2019 70 femmes et 47 hommes dans des organisations de base différentes, des 3 communes cibles. Donc, on avait une proportion de femmes très importante de cette formation. Et cette formation vise notamment la communication, gestion de groupe, gestion administrative et financière, redevabilité et participation des gens dans la communauté. Donc, on a aussi déjà employé environ 48 femmes. Donc, ce n'est pas nous qui faisons l'emploi, mais c'est plutôt les entreprises qui construisent les réseaux, les entreprises qui font la supervision. Donc, 48 emplois locaux féminins ont déjà été créés globalement sur ces 3 communautés dans la construction des infrastructures. Et en termes d'entrepreneuriat pour le développement des petites et moyennes entreprises, on a déjà une trentaine de micro-entreprises identifiées, on les identifie déjà. Donc on va voir comment on va les supporter, on va les former pour vraiment élargir leur business et capable de faire une gestion durable de leurs entreprises. Comme ça, on aura vraiment une base pour le développement durable dans chacune de ces communautés. Donc, je vous dis merci pour votre attention. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas de poser plus de questions. Si vous aurez besoin plus de détails aussi, vous pouvez aller sur le site du projet. Il y a pas mal de détails sur le projet. Et vous pouvez nous consulter aussi à la cellule d'énergie du MTPTC pour répondre à d'autres questions plus pertinentes. Merci beaucoup. Le programme est chargé, nous pas de fini, parce que l'offre d'un projet, ça connaît l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est la vérité pour capable faire accès à un projet. Et comme c'est des projets, essayer de regarder comment on est capable de mettre pas simplement l'argent de l'État, pas simplement l'argent qui sortit contre les bailleurs internationaux, mais également nous-mêmes qui vivons dans le pays, qui a bénéficié. Comment on est capable de faire partie du projet. Quand on parle de partenariat public-privé. Donc, financement projet, ça particulièrement l'électrification rurale. Là. Nous allons entendre M. Laurent Dalancourt de OGEF qui pourra parler de l'opportunité qui existait dans le secteur. Ça. Bonjour à tous, je suis Laurent Dalancourt, gestionnaire d'investissement senior au sein de l'OGEF. Alors, l'OGF est le Upgrade Electricity Fund, qu'on pourrait traduire en français par le Fonds d'électrification hors réseau. Nous avons vocation en tant que fonds d'investissement à financer des entreprises,
spécifiquement dans qui sont spécialisés dans l'électrification au réseau. Donc, qui proposent des solutions dans des zones spécifiquement en milieu rural et périurbaine en Haïti. Notre objectif, de manière chiffrée, est de connecter 200 000 foyers et entreprises haïtiens en investissement dans des entreprises commercialement viables d'électricité distribuée. Il s'agit de projets qui a été financé au départ par le Clean Technology Fund, dont les fonds sont gérés par la Banque mondiale et mis en œuvre par la cellule énergie du ministère des Travaux publics, Transport et Communication. La gestion des fonds de l'OGF a été confiée à 2 acteurs institutionnels, avec d'un côté le Fonds de développement industriel auquel je suis moi-même rattaché, qui apporte une expertise du marché local, et d'autre part Bamboo Capital Partners, qui est un gestionnaire de fonds spécialisé, gestionnaire d'impact, qui nous apporte une expertise plus internationale et plus orientée vers le secteur de l'électrification hors réseau. Alors, à qui sont destinés nos services? Nos services sont destinés aux opérateurs et développeurs privés de mini-réseaux qui proposent au moins dans leur production 50% d'énergie renouvelable. En second lieu, nous visons les entreprises qui distribuent des produits solaires autonomes, soit des lanternes, soit des systèmes domestiques avec plusieurs points d'éclairage et pouvant accepter des équipements complémentaires. Et en troisième lieu, nous avons le secteur commercial et industriel avec lequel nous pouvons travailler. Nous travaillons selon les différents types d'entreprises dans des secteurs différents. Donc, pour les opérateurs privés de mini-réseaux, nous visons essentiellement des petites villes de province, notamment les communes qui ont été sélectionnées dans le programme FOR, mis en place par la cellule énergie et lancée. Pour les produits solaires de type lanterne et système domestique, nous visons le territoire national. Et pour les projets commerciaux et industriels, nous visons donc le territoire national à l'exception de la zone de Port-au-Prince. Nos outils de financement, quels sont-ils? Alors, nous intervenons de 3 façons différentes, soit à travers de la dette, de différentes façons, dette de long terme pour le financement de projets, dette à moyen terme et également des prêts à plus court terme. Nous intervenons donc sur le financement aussi de fonds de roulement, de stock et autres, en fonction des projets. En second lieu, nous pouvons intervenir sous la forme de fonds propres en intégrant directement le capital des entreprises où nous aurons systématiquement une position minoritaire, une approche peut-être un peu plus capitaliste et où nous demanderons à siéger forcément au conseil d'administration. En troisième lieu, nous avons un dernier outil qui est la subvention. Donc, a priori, à terme, nous aurons plusieurs types de subventions, mais actuellement, nous sommes en train de lancer le programme FDR, financement basé sur les résultats, que je vais vous présenter ici un peu plus en détail. Donc, il s'agit d'une subvention spécifique destinée à aider les distributeurs de produits solaires, lampes et systèmes solaires domestiques. Donc, le principe de la subvention basée sur les résultats est de fournir un soutien aux entreprises du secteur privé pour les aider à franchir les obstacles qui permettent d'intégrer ce marché en proposant des standards de produits et de services avec un minimum de qualité, c'est-à-dire leur permettant de garantir la qualité de leurs produits et de fournir un service après-vente selon les produits d'une période de 1 an à 2 ans. Il s'agit de subventions qui ne sont versées qu'à posteriori, c'est-à-dire lorsque les entreprises ont atteint certains objectifs de vente. Pour donner une idée de la dimension du projet, le budget actuel de la subvention est de 1 500 000 $. Le montant maximum par bénéficiaire à l'heure actuelle est de 250 000 $. Cependant, nous espérons que ce programme fonctionne pour pouvoir faire augmenter ces chiffres. Donc, nous avons à l'heure actuelle une fenêtre pour postuler qui va bientôt être clôturée et nous allons en ouvrir une seconde début 2021 qui sera ouverte de manière permanente. Donc, les montants disponibles pour la subvention sont limités
Donc, nous appliquons le service du premier arrivé, premier servi. Donc, ce qu'il faut retenir concernant cette subvention, c'est une subvention indexée sur les ventes, dont les paiements se feront sur une base périodique trimestrielle. Au niveau de la subvention, les montants sont calculés pour les distributeurs en fonction des caractéristiques techniques et des performances des produits et est calculé par unité vendue. Comme malgré tout, bien que ces produits soient relativement abordables, ils représentent quand même un certain capital à investir, nous avons créé une subvention complémentaire qui représente 30% de la subvention de base pour toutes les institutions financières qui acceptent de proposer des crédits spécifiques pour l'acquisition de ces lanternes ou des systèmes solaires domestiques. Donc, il y a deux niveaux, un niveau distributeur et un niveau institution financière. Voilà, nous parlons côté où nous, en pile parler, nous parlons fini avec expérience. Parce que nous avons fait déjà, dans le sud du pays, il y a un cas extrêmement intéressant qui attire l'attention et que nous voulons comprendre que nous sommes capables de garder le cas qui réussit, comment pour répéter le pas oublier, nous avons plus que 570 sections communales, je dis qu'il y a plus que 145 communes, donc nous avons pile opportunité qui est capable d'exister si nous voulons faire des investissements dans le programme. En attendant, Mme Wendy Sanassi, qui prend une bonne expérience qui passait de manière positive dans le département du Sud. Bonjour à tous, je suis Wendy Sanassi avec l'équipe de Spark International et je vais vous présenter notre projet de micro-réseau électrique dans les régions rurales en Haïti. Tout premièrement, nous allons parler du problème principal qui est la pauvreté énergétique dans le pays, ce qui veut dire qu'il y a une dépendance sur les carburants fossiles qui sont nocifs pour la santé, également pour la sécurité, parce qu'il y a des risques d'incendie avec l'utilisation du kérosène et des lampes à verre. Ces sources d'énergie également ne permettent pas le développement, comme on ne peut pas faire de business avec ces lampes, qui sont réellement très coûteux. On a fait des enquêtes, on a vu le prix du charbon, le prix du kérosène. Et également, un autre problème, c'est que les régions rurales sont souvent très éloignées, pas très accessibles, ce qui fait qu'il n'y a pas de réseau national ou régional dans ces régions. Donc, une solution, c'est les micro-réseaux électrique intelligent à énergie propre, c'est le modèle d'entreprise de Spark. Et ce modèle repose sur 3 piliers principaux. Premièrement, l'engagement communautaire à tous les niveaux, donc au niveau de la communauté, des mairies, de gouvernement, les ministères. Deuxièmement, l'utilisation des compteurs intelligents et le prépaiement. Cela permet la vente et la déconnexion à distance, également une assurance qu'il y aura un recouvrement des coûts d'énergie. Et troisièmement, la vente ou la fourniture également des produits et services connexes comme les lampes solaires et les ampoules LED. On a également des totalisateurs qui sont des compteurs spéciaux et qui permettent la détection des irrégularités. Et également, si par exemple, on voit qu'il y a des pertes qui sont au-delà de la norme, donc on peut faire des déconnexions pour une section du réseau en attendant de pouvoir chercher la cause de ces pertes. Donc, un autre défi, c'est justement l'approvisionnement en diesel. Donc, Haïti ne produit pas du diesel, donc ce sont des produits importés qui dépendent du dollar. Donc, évidemment, cela fait que les prix peuvent être assez volatiles. On a vu des pénuries de diesel, de gasoline l'année dernière et cette année, ce qui fait que c'est un grand défi pour les réseaux qui dépendent grandement du générateur. Et un autre défi concernant le diesel, c'est justement les problèmes logistiques pour pouvoir acheminer ce diesel dans ces zones ruraux. Donc, pour nous, une solution, c'est justement éliminer le générateur complètement de l'équation, c'est-à-dire faire la conception du réseau en optimisant l'utilisation des photovoltaïques et des batteries. Également, avec le compteur intelligent, on peut limiter la charge des clients. Également, utiliser le time of use, c'est-à-dire modifier, ajuster le prix en fonction de l'heure de consommation.
Également, une autre technologie, une autre méthode qui est de plus en plus utilisée dans les réseaux, c'est la gestion de la demande ou Demand-Side Management, où on peut utiliser les données atmosphériques et météorologiques justement pour prédire la production solaire et informer les clients qu'ils ont peut-être des changements de leur limite de charge tel ou tel jour. Autre défi dans le contexte local, c'est justement, il y a des risques sociaux, également, il n'y a pas assez d'incitation pour les développeurs. Donc, auparavant, il n'y avait pas de réglementation pour l'électricité en Haïti. Heureusement, aujourd'hui, il y a l'ANRC, mais encore très jeune et a beaucoup à apprendre. Les installations fiscales sont assez limitées, donc les réseaux électriques, ça coûte quand même pas mal d'argent si on veut un bon réseau moderne utilisant la pointe de la technologie. Donc, il n'y a pas suffisamment de subventions qui vont encourager les investisseurs. Et également, en ajoutant cela, le climat social instable avec parfois des blocages de routes, des manifestations, ça peut également décourager des investissements. Donc, malheureusement, il y a également le risque des calamités naturelles qu'on ne peut pas éviter. Donc, la photo que vous voyez, c'est la photo de Les Anglais, le réseau des Anglais après le cyclone Matthew. C'était en octobre 2016. On a perdu un seul poteau. Malheureusement, c'était le poteau avec 3 transformateurs élévateurs. On a perdu des fils, on a perdu des panneaux. Et encore, même si notre réseau était intact, les clients ont perdu leur maison. Et les compteurs qui étaient attachés aux maisons, on a perdu beaucoup de compteurs également. Donc, une solution, c'est justement d'améliorer la résilience lorsqu'on fait la conception du réseau. Par exemple, le site de génération peut être choisi afin d'éviter que le site soit inondé ou alors qu'il soit exposé au vent violent. Deuxièmement, justement pour éviter le problème qu'on a eu avec le poteau, avec les transformateurs, c'est l'installation des transformateurs élévateurs peut être fait ou sur des socles en béton, comme c'est le cas à Tiburon, comme vous voyez dans la photo, ou à Les Anglais, où c'était installé en haut du poteau et maintenant c'est installé à mi-hauteur. Troisièmement, les compteurs maintenant sont sur les poteaux dans des boîtiers qui offrent des protections additionnelles. On a également vu qu'avec le cyclone, beaucoup de fils ont été endommagés ou perdus à cause des branches qui sont tombées sur ces fils. Donc, on a des campagnes d'émondage plus régulièrement. Également, une autre solution qu'on a adoptée, c'est des installations résidentielles plus compactes qui coûtent moins cher parce que les pertes soient minimes s'il y a un cyclone. Donc, on a vu, il y a beaucoup d'impact d'électrification et les femmes sont de grandes bénéficiaires de ces impacts. Donc, premièrement, on a vu une amélioration nette de la qualité de la vie. Donc, sur la photo à gauche, vous voyez une petite lampe soleil et une petite lampe à kérosène. Vous voyez, l'éclairage est très, très minime comparé à ce que vous voyez sur la droite où la personne a une ampoule, également peut charger son téléphone et donc l'espace éclairé avec l'électricité est beaucoup plus important qu'avec ces petites lampes. Deuxième impact, c'est la création de nouvelles entreprises. Donc, on a vu beaucoup de personnes qui ont des entreprises qui vendent des produits glacés comme des bières, de la glace, des boissons gazeuses. Également, on a sur cette photo, vous voyez HLO. HLO, c'est une cliente de Les Anglais. Avec l'électricité, elle peut utiliser son blender pour faire des glaces avec du spaghetti et des fruits. Et elle peut les vendre chaque jour à la sortie de l'école. Donc, c'est une création d'emploi pour cette femme à Les Anglais. Et encore un autre impact, c'est la cuisson électrique, qui est un projet pilote en ce moment à Les Anglais. On a environ une vingtaine de femmes sur le réseau de Les Anglais qui ont bénéficié d'un système électrique, donc des compteurs et des équipements, des appareils de cuisson électrique. Donc, vous pouvez voir à gauche, vous avez une des participantes avant le projet, elle utilise le charbon et le bois. Et la chaudière est presque à même le sol, donc elle doit cuire dans une position très inconfortable, il y a beaucoup de fumée et le charbon coûte extrêmement cher. On a des participants qui dépensaient presque 10 000 gouttes par mois sur le charbon,
Alors que maintenant, avec le système de cuisson électrique, vous voyez comme la cuisson est à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas de fumée. La cuisson est 2 ou 3 fois plus rapide. Les femmes ont plus de temps pour se reposer ou se concentrer dans leur business ou s'occuper de leur famille. Également, avec l'utilisation de l'électricité à l'énergie propre, il y a moins d'utilisation de charbon, ce qui aide à la protection de l'environnement. Donc, vous voyez 2 photos de 2 participantes qui sont très à l'aise très contentes également avec le système de cuisson électrique. Donc, et enfin, l'impact sur la communauté en elle-même. Donc, avec l'électricité, il y a plus de kérosène, il n'y a plus de charbon, plus de bougies. Il y a une nette amélioration de la santé, car il n'y a pas de fumée ou de fumée qui vont piquer les yeux ou la gorge. Et également, des bénéfices pour l'environnement, car justement, moins de charbon utilisé, moins de diesel qui pollue beaucoup. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est que dans 5 ans, on aura 24 micro-réseaux à l'énergie propre dans le grand sud du pays et avec beaucoup de personnes impactées et évidemment avec beaucoup d'économies pour les foyers. Donc, on a vu que les économies peuvent varier entre 50 à 80% du budget familial lorsqu'ils font une transition des carburants sales vers l'électricité verte. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et voilà, je suis arrivée à la fin de la présentation. J'espère que nous apprenons plus d'émissions ça et d'opportunités qui existent pour nous bailler, ça nous les pays de la chance pour électrifier et que nous sommes capables de permettre même aux diaspora à participer à des projets pour que vraiment le développement durable là, c'est pour faire les gens qui vivent dans le secteur urbain pour nous diminuer l'inégalité sociale entre le urbain et le rural. Ciao, à la semaine prochaine.